retour sur ce plateau pour la dernière partie de cette émission. Nous sommes toujours avec Ferdinand Aïté. Donc pour nous, cette fois-ci, on va parler politique et on commence avec l'élection des maires. Le débat continue puisque le gouvernement vient de prendre, d'adopter un projet de loi pour la nomination, la recomposition même du grand district de Lomé. On va nommer maintenant un gouverneur qui va coiffer toutes les mairies. Et finalement, Ferdinand, oui, Isdor qui prend la parole, Isdor, oui, les maires n'auront plus de pouvoir. Ah oui, c'est pas surprenant. Ils sont dépouillés, ils sont dépouillés. Oui, les maires sont dépouillés de leur pouvoir. C'est ce que nous constatons depuis hier avec cette décision du Conseil des ministres qui va nommer un gouverneur dans le Grand Lomé. Puisque cette histoire, je pense que c'est une réponse qu'on donne à certains maires qui commencent par, entre guillemets, pas s'agiter. Parce que puisque bien avant ce conseil des ministres, le ministre, comment il s'appelle, Jibé Bawara, oui, avait averti les maires qui veulent défier l'autorité de l'État. Il leur dit que ça ne passera pas. Donc, rapidement, je pense que le laboratoire s'est réuni et puis ils ont trouvé une réponse à cela. Parce que le Grand Lomé, ou bien Lomé, la ville de Lomé et ses communes, représente un grand enjeu aux yeux du pouvoir. Donc, il ne faut pas les perdre. Il faut trouver quelqu'un qui puisse maîtriser, quelqu'un à qui on peut confier tous les pouvoirs et qui puisse maîtriser les maires qui se montrent un peu gênants dans les communes de Lomé. Donc, je crois que c'est ce qu'ils sont en train de faire. Maintenant, vous l'avez dit dans l'introduction, nos maires, ces maires-là, on les réduirait seulement à célébrer les mariages, à signer des actes de naissance et autres là. Voilà, le pouvoir s'arrête là. Mais ce qui concerne les grandes décisions comme la réfection des marchés, par exemple le grand marché de Lomé, l'aéroport, les stades et autres là, cela reviendra au gouverneur qu'on va nommer très prochainement. Mais il y a des enjeux économiques énormes dans ce débat, dans ce litige. Oui, vous savez que le pouvoir s'est toujours opposé à l'organisation des élections municipales. Ce n'est pas d'aujourd'hui. En 2004, au temps du ministre de l'Intérieur, François Bocco, je me souviens qu'il avait pris une initiative qui lui a créé même des ennuis de lancer un projet de décentralisation. Il était d'ailleurs celui qui avait lancé le projet le plus ambitieux. Moi, j'ai encore dans mes repères de livres l'acte de décentralisation. Il avait fait venir ici des experts pour vraiment faire des réunions de haut niveau pour essayer de voir le cas togolais, quelle formule il faut proposer pour la décentralisation. À l'époque, le projet était soutenu par le PNUD qui était dirigé à l'époque par Madame Cécile Moulinier et puis l'Union européenne où il y avait Gilles Desesquelles. Donc, déjà à l'intérieur même du système, il y avait des réticences énormes à l'extérieur. D'abord, à l'intérieur du système, les gens ont dit il y a des mots de s'opposer à tout ça. Et l'opposition qui devait comprendre les enjeux à l'époque n'a pas joué le jeu. Et le projet est tombé à l'eau. Alors, dès que Faure arrive en 2005 et que le ministre de l'Intérieur démissionne et qu'il part, l'une des premières décisions du ministre qui a pris la place de François Bocco, c'était de balayer ce projet de décentralisation pour en mettre un autre. Après, il y a eu aussi le ministre Bodjona qui a fait autre chose. Et finalement, Boupessi est venu aussi toiletter ce qu'il peut toiletter. Parce que la peur du régime, c'est de ne pas être déshabillé devant le monde entier en perdant la capitale. C'est pour ça qu'ils ont fait en sorte que la capitale soit saucissonnée. En plusieurs espaces de mairie, on essaie de justifier, on fait ça à Abidjan, tout ça. À l'époque, dans la loi de décentralisation de François Bocco, il avait même
partagé la région des plateaux a été divisée en deux. Parce que les experts estimaient que c'est une région très vaste, mais qui a aussi des potentialités économiques énormes. Donc, cette région a été divisée en deux, dont Atapamé était le chef-lieu de la première région, et Palimé, qui englobe le Grand Plateau, était aussi le centre pour pouvoir permettre à ces régions de se développer. Alors, vous savez que, par principe, parce que moi, je n'ai jamais fait confiance à tout ça, parce que le pouvoir est une réaction normale. C'est un régime que nous qualifions de dictature, d'autocratie. Une dictature, en réalité, ne se décentralise pas. Parce qu'une dictature, c'est la concentration du pouvoir dans les mains d'un clan, d'un individu ou d'un groupe. Mais comment voulez-vous qu'ils puissent céder certains pans de ce pouvoir-là à d'autres personnes qui ne sont pas de leur organisation? Donc, ce sont les effets de cette dictature qui ne se décentralise pas que nous voyons là. Parce qu'ils ont été contraints par les partenaires, notamment l'Allemagne et tous les autres pays, à aller aux élections locales. Et ils ont tout fait pour faire les élections locales à leur manière. Parce qu'ils savent que les partenaires vont dire, bon, c'était pas ce que nous voulons, mais ils l'ont organisé, au moins on a des maires élus, c'est bon. Maintenant que ces élections donnaient ces résultats-là, eux, ils avaient déjà dans leur tête comment ils vont dépouiller les mairies. C'est comme on enlève le moteur dans une voiture, des parties essentielles, pour que les maires ne se contentent qu'à signer les actes de mariage, à signer je ne sais quoi, ou à sortir pour regarder un peu leur espace. Et donc, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Et cela conforte l'idée de ceux qui pensent que rien ne peut, c'est-à-dire qu'aucune élection ne peut permettre de changer le pouvoir. Parce que si c'est pour des mairies qui font ça, vous imaginez ce que mais Isidore, c'est une loi, la loi de 2007 a accordé cette compétence, cette prérogative aux maires. Et le 26 juin 2019, 4 jours avant les élections locales, on a modifié cette loi. L'opposition n'a rien dit. L'opposition est allée à ces élections. Et voilà la loi là qu'on applique aujourd'hui. Et l'opposition est tombée dans son propre piège. Ah oui. Voilà le paradoxe dont on a beaucoup parlé ici sur ce plateau. Quand le régime se prépare, le régime fait ces choses, on a l'impression que l'opposition, lui, cherche la sienne ailleurs, au lieu d'être à l'avant-garde, d'être éveillé et de surveiller ce pouvoir et de l'arrêter lorsqu'il s'agit de mettre, je sais pas comment on dit ça, de faire les choses autrement, en contradiction avec les principes démocratiques. L'opposition n'est jamais prête pour arrêter le pouvoir à temps. C'est après qu'on constate que vraiment ce qui a été fait n'a pas été fait de la manière, d'une bonne manière, quoi. Donc voilà, aujourd'hui, cette loi, vous l'avez dit, ça rattrape l'opposition. Mais est-ce que l'opposition est à même aujourd'hui de demander au pouvoir de revoir cette loi ou bien de revenir en arrière? Je ne pense pas. Le gouverneur est nommé et le conseil de district est composé moitié conseil élu par les communes et puis il y a des membres qui sont nommés et le gouverneur sera une personnalité du pouvoir. Oui, le gouverneur sera une personnalité, il sera nommé par le président de la République. C'est ce qu'on a vu dans le communiqué du conseil des ministres. Aujourd'hui, les maires, ces maires-là, tout ce qu'on dit là, ça concerne 13 communes de Nagoya et de Lomé. Donc, les maires sont pris jusqu'au cou aujourd'hui. Mais à qui la faute? À qui la faute? Faut-il saisir la chambre administrative pour régler ce problème? Parce qu'il y a cette possibilité-là. Nous avons un pays où nous n'avons pas de tribunaux administratifs. Ça, c'est aussi, c'est vrai qu'il y a une chambre administrative de la Cour suprême qui s'est déjà illustrée par ce qu'on a vu récemment dans la validation des listes pour les élections locales où les gens ont été téléguidés, ils ont tout fait, ils ont tout dit sauf le droit. Donc c'est des juges corrompus qui sont là-bas, qui ne réfléchissent que par rapport à leur promotion.
Et certains ont beau mettre Dieu devant, et disent que bon, tout ça, qui sont des croyants, mais c'était corrompu. Et donc, moi, je pense fondamentalement qu'on ne retrouvera un pays normal qu'après ce régime. Et tant qu'ils seront là, ils ne s'embarrasseront pas de scrupules pour poser les actes ignobles qu'ils posent là. Pour eux, il n'y a pas de décence. Tout est bon pour garder le pouvoir. Tout est bon pour empêcher les opposants ou les adversaires de prendre le pouvoir. Donc, des choses comme ça ne doivent pas nous surprendre en réalité. C'est nous qui pensons que nous sommes en face des gens qui sont normaux. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire que ceux qui tiennent le pouvoir aujourd'hui, ils s'en foutent de tout ce que nous appelons morale, décence, je ne sais pas, ce n'est pas leur problème. Eux, pour violer la loi, ils sont prêts. L'essentiel, c'est de garder le pouvoir. Vous l'avez si bien rappelé, c'est à quelques heures de l'organisation des élections qu'ils ont modifié la loi sur la décentralisation à l'Assemblée nationale. Mais la classe politique de l'opposition a fait comme si elle n'avait pas entendu. Ils ont même redécoupé même les espaces. Oui. C'est-à-dire qu'ils ont changé les règles du jeu pendant que le jeu se déroulait. Mais ceux qui sont dans l'opposition qui allaient ces élections-là, ils ne regardaient que les mairies et tout ça. Et donc, moi, je pense que on a vu ce qui se passe là, on a vu ça au Cameroun. Lorsque Paul Biya, à un moment donné, a été forcé à aller à la décentralisation, c'est d'ailleurs tout ce qui se passe aujourd'hui avec la crise anglophone, tout ce qui se passe au Cameroun. Il a accepté de faire le jeu, il a ouvert un peu les vannes, mais après, ils ont destitué tous les maires qui ont gagné les mairies dans les grandes villes qui ont été prises par l'opposition. Moi, je suis allé au Cameroun, j'ai vu. Ils ont arrêté certains pour des détournements d'argent. Ils ont fabriqué des chefs d'accusation. Ils ont destitué certains maires. Et au bout de quelques années, Paul Biya a repris le contrôle de toutes ces villes qui étaient perdues pendant ces élections municipales. Ici, on ne donne même pas l'occasion aux maires de s'installer avant de leur prendre même les prérogatives. C'est-à-dire qu'on leur prend même les prérogatives avant de dire bon, allez vous installer, si vous pouvez faire quelque chose, vous allez faire. Et donc, moi, je suis convaincu qu'on ne peut rien faire on ne peut rien faire de potable avec ce régime. Les gens, ils sont décidés à garder le pouvoir contre vents et marées, contre toute logique. Ils sont prêts à poser les actes même les plus inimaginables. L'essentiel pour eux, c'est de garder le pouvoir. Ferdinand, le Premier ministre, Selom Klasso, va vous démentir lorsqu'il présente Faure Gnassingbé comme un visionnaire. Mais Selom Klasso, c'est un liseur de motion. Vous connaissez toute sa carrière. Vous savez ce qu'il dit depuis quelque temps? Il a même échangé avec certains individus. Il dit non, nous, notre objectif, c'est de faire tout pour que Faure gagne au premier tour. Nous, il n'est pas question pour nous d'aller au deuxième tour pour les élections de 2020. C'est-à-dire que c'est le premier tour. Nous, les histoires de deux tours là, nous, on n'est pas dans ça. Donc, ça veut dire qu'ils ont déjà leurs résultats préfabriqués. Ils vont venir vous dire que Faure a gagné 52%. Moi, je pense qu'ils vont rester dans cette fourchette. Ils vont dire 52%. Même s'il faut dire même qu'il a gagné 51%, ils vont le dire pour ne pas aller au deuxième tour. Donc, des types comme Klasso, leur avis ne compte pas. Parce que quand vous allez dans sa ville, à Notiens, en fait, il est d'Agou, mais il s'est installé à Notiens, il n'y a rien. Il n'y a que l'hôtel Berceau. Oui, l'hôtel Berceau, c'est pour les privés. Il n'y a rien. Il n'y a rien à Notiens. Il n'y a que la route qui passe dans la ville pour aller au nord qui existe. Il n'y a rien. Et donc, l'hôpital de Notiens est dans un état catastrophique. Il n'y a pas d'ambulance, il n'y a rien, il n'y a pas d'oxygène. Et il est Premier ministre depuis, je crois... Depuis 2015. Malgré tout, Faure Gnassingbé est présenté par le ministre Bawara comme le messie. Le Classico va se jouer en 2020. Voilà une autre. Quand j'ai entendu cette déclaration-là, bon, en tout cas, ça fait rire, mais ça frustre aussi. Donc, ce qui veut dire que dans Uni, qui est l'équipe de Barça, donc si Faure Gnassingbé n'est pas là, donc Uni, leur équipe là, ça prend l'eau. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas plus intelligent que Faure Gnassingbé dans cette équipe-là. Pour marquer, pour faire gagner l'équipe. Donc, la personne même qui fait cette déclaration-là, est-ce qu'il s'écoute? Il s'est écouté après. Elle a fait cette déclaration-là. Bon, vous voyez comment ceux qui dirigent ce pays, ceux qui sont à la tête de ce pays, vous voyez comment ils réfléchissent? Ils réfléchissent en termes, c'est-à-dire, quand eux, ils ne sont pas là, c'est la catastrophe. Et c'est vraiment, on l'avait dit sur ce plateau-là, c'est ce qu'ils présentent aux partenaires, aux bailleurs de fonds. Parce que,
quand nous on part, c'est la catastrophe. Vous voyez le terrorisme, autre là, c'est nous qui luttons contre le terrorisme. Vous voyez les lois que nous prenons, tout ça là. Ce qu'ils présentent aux partenaires, ça fait pitié que quelqu'un, vous savez, quand ces personnes-là triment dans les organismes des Nations Unies et à un moment donné, on leur demande de venir ici travailler et qu'ils sont venus, ils ont trouvé les richesses du pays et rapidement, en 2 ou 3 ans, ils sont devenus des milliardaires. Vous voyez, c'est facile de faire cette déclaration-là. Donc, on leur concède cela. Bon, on espère que toi aussi, vous allez trouver votre messie. Ferdinand, pour vous, Faure Gnassingbé est un messie. Qu'est-ce qui empêche Faure de se représenter? Je pense qu'il ne faut pas ramener quand même l'équipe de Barça à ce niveau-là. Moi, je ne suis pas un féru du football. C'est vrai que quand j'étais encore plus jeune, j'ai joué du football. Moi, je suis beaucoup plus pour les arts martiaux, c'est ce que je pratique. Mais il ne faut pas ramener Barça à ce niveau quand même. Mais c'est normal, parce que ça vient de Bawara. Bawara n'aurait pas existé sans Faure. Excusez-moi. Il ne serait pas sorti de son anonymat et être ce qu'il est aujourd'hui sans Faure. Donc il défend son ventre. Et je vous ai dit, contre toute logique. Fonctionnaire international. Quel fonctionnaire international? C'est des histoires. Contre toute logique, vous voyez, il défend son combo, comme on le dit dans certains pays. Donc il faut le laisser continuer pas à défendre son combo, dire tout ce qu'il peut dire que bon, ils ont le Messie, ils ont ceci. C'est logique, il n'a qu'à continuer pas à faire ce qu'il veut. Seulement, la réalité n'est pas aussi facile que ça. C'est vrai que Faure se bat pour prendre un 4e mandat, pendant qu'il y a des séminaires qui se multiplient en Afrique de l'Ouest pour dire même 3e mandat, ce n'est plus bon, lui il veut 4e. Les gens disent il faut arrêter tout ce cycle-là. Mais en tant que journaliste, en tant que quelqu'un qui a étudié l'histoire, qui est diplômé d'histoire, qui analyse notre environnement, qui étudie un peu les relations internationales, je sais que le problème va se régler. Le problème de Faure va se régler. C'est peut-être des gens qui sont trop pressés. Avec ou sans l'opposition que nous voyons là, le problème va se régler. Moi, je ne vois pas... Vous avez votre petite idée là-dessus? Non, je suis convaincu, fondamentalement convaincu, que ça va se régler. Faure Gnassingbé n'est qu'un individu. Nous avons un pays. Nous avons une région. Il y a des intérêts énormes. Il y a des intérêts énormes. Quand les gens, à un moment donné, ont décidé que Kabila parte, il a beau offrir certains trucs à certains pays, mais on l'a fait partir. Donc, d'une manière ou d'une autre, il partira. Je ne sais pas si ce sera en 2020 ou après 2020. Moi, je n'en sais rien. Mais je sais que les signes de fin de règne, moi, je les vois. Moi, je les observe. Même dans le régime, les gens voient. Donc, à un moment donné, il faut essayer de décider. Et c'est Faure seul qui a la solution. C'est lui qui doit décider comment il veut finir. C'est lui qui doit décider s'il doit rentrer dans l'histoire par la petite porte ou par la grande porte. Donc, les gens qui sont à la cour du roi, c'est des courtisans. Eux, ils sont là pour dire, le roi, vous êtes beau, vous êtes le meilleur joueur. C'est leur rôle. Mais il revient au roi. Vous savez, les Grecs ont l'habitude de dire, celui qui vous donne les conseils ne vous empêche pas de réfléchir. C'est comme ça qu'on dit dans la Grèce antique. Et puis en plus, pour revenir dans la Rome antique, puisque moi je n'ai fait que de l'histoire, quand César va en guerre, il va gagner les guerres les plus inimaginables, il gagne les grandes batailles, et qu'il revient à Rome, et que tout le peuple l'acclame, tout le monde l'acclame. Et les gens le prennent comme Dieu, il monte sur l'estrade, il regarde le peuple en bas, les gens crient César. Il y a quelqu'un qui lui dit à l'oreille, rappelle-toi que tu n'es qu'un simple homme. Rappelle-toi que tu n'es qu'un simple individu. Ça veut dire que tu es mortel. Et donc, moi je sais, dans mon fort intérieur, qu'avec ou sans les opposants que les gens sont en train de décrier, les gens insultent, tout ça, le problème du régime va se régler. Parce que je ne vois pas d'avenir à un régime qui a fait 50 ans au pouvoir. Dans un espace où la démocratie gagne du terrain et que les espaces de dictature se réduisent. Donc aujourd'hui, je ne me fais pas trop je ne me fais pas trop de soucis. Parce que les gens qui prennent le problème togolais avec des soucis, ils finissent par faire des AVC, ils meurent. Donc, restons zen. Il faut que chacun garde la tête sur les épaules. Ce que vous pouvez faire tous les jours, pour conscientiser les gens, tout ce que vous pouvez faire dans la bataille, faites votre part. Mais restez tranquille. Faure Gnassingbé partira, d'accord, mais pour le moment, c'est la jeunesse togolaise sans avenir
qui veulent partir. En attendant que Fort parte, eux, ils veulent partir. Les jeunes veulent partir. Et il n'y a pas que les jeunes, même les adultes. On est fatigué de vivre au Togo. Et au service de passeport, c'est la queue. Isidore. Oui, une très longue queue. Voilà. Une queue kilométrique. Voilà. Une si longue queue. Oui, une si longue queue qu'on remarque depuis la semaine dernière. Parce que, moi, c'est cette année que je me rends compte que beaucoup de gens, ont intérêt à cette histoire de loterie visa. Parce que c'est quelque chose que moi je vois de banal. Moi je n'ai jamais joué à la loterie visa. Mais je me rends compte que les jeunes, surtout les jeunes, ont un intérêt particulier pour cette loterie-là. Vous voyez, depuis l'entrée, dans l'enceinte même des services de passeport, jusqu'au feu rouge qui va vers au niveau le GTA là-bas. Ouais. Vous voyez, parce que j'y étais moi-même pour aller constater ce qui se passe là-bas. Hier, j'y étais pour aller constater cela. Mais quand tu poses la question aux jeunes, on veut partir parce que ce pays ne nous offre plus aucune opportunité. L'horizon est bouché. On ne sait plus quoi faire. On a des diplômes. Ils ont des diplômes, ils ne trouvent pas de travail. Et s'ils trouvent du travail, c'est des salaires de misère. Et on leur vend l'entrepreneuriat jeune, l'entrepreneuriat privé, des initiatives privées. Mais quand ils vont dans les institutions financières pour demander des prêts, des crédits, on leur demande d'apporter des titres fonciers de terrain ou de déposer des garanties, des sommes énormes. Où est-ce que ces jeunes-là vont trouver cette somme ou des garanties ou des titres fonciers, alors que c'est maintenant qu'ils cherchent du travail, ils cherchent du boulot pour se faire un avenir. Vous voyez, c'est ce qui se passe. Aujourd'hui, nos sœurs surtout se débattent dans les pays du Golfe, au Liban, Pakistan, etc. Et ils sont exploités, ils vivent des situations pas possibles. On les maltraite, on les torture, mais elles sont là-bas parce que leur pays ne leur offre pas des opportunités pour pouvoir se réaliser, pour pouvoir entrevoir de façon heureuse l'avenir. Je dis, dans un pays où le pouvoir, le régime qui gouverne le pays n'a un seul projet, et le seul projet que la conservation du pouvoir, où l'opposition, c'est la politique, ne réfléchit pas sur les conditions d'amélioration du quotidien des populations, ou même la société civile aussi est dans une léthargie totale. La jeunesse se cherche et elle va. Il y a une politique du gouvernement. On a créé un ministère du développement à la base qui est chargé de l'emploi des jeunes, un ministère de la jeunesse. Et Ferdinand, malgré tout ça, tous ces projets, on veut aller se chercher ailleurs. Je crois que ce qui se passe là doit nous interpeller. Doit nous interpeller sur l'échec de la gouvernance de ce régime, un échec total. Et puis l'hypocrisie des partenaires. C'est des choses qui se passaient depuis. C'est parce qu'aujourd'hui, on a exigé au niveau des États-Unis que pour jouer à la loterie visa, il faut avoir un passeport. Qu'on a vu cette foule-là. Mais c'est les gens qui tentaient depuis. Vous savez, les Togolais sont partout aujourd'hui. Les gens sont dans la région, en train de faire des petits boulots. Les artisans, ils sont partout. Et donc, ça nous interpelle, ça choque. En même temps, il faut voir le côté positif des choses. Moi, je suis convaincu que si les Togolais vont aux États-Unis, dans 10 ans, ils vont revenir. Ils vont revenir beaucoup plus outillés, beaucoup plus diplômés, beaucoup plus... ils seront plus compétents pour aider à redresser le pays. Mais pour le moment, c'est cette hémorragie-là qui inquiète. Parce que tout le monde veut partir. Ça veut dire que le pays, il n'y a pas d'horizon, il n'y a pas d'espoir. Ça veut dire que les gouvernants ont rendu le pays invivable pour la jeunesse. Il y a des centaines d'années, les Blancs venaient ici pour capturer les Noirs et les amener par bateau pour aller travailler dans ces pays-là. Aujourd'hui, nous y allons nous-mêmes. Vous voyez, parce que nos pays sont devenus des pays de merde, pour parler comme Donald Trump. Vous voyez. Et donc, c'est l'échec de la gouvernance, c'est l'échec des gouvernants. Et c'est ça qui doit nous préoccuper. Parce que tous ces jeunes-là, si le Togo était un pays prospère, les gens ne décideront pas de partir. Quand vous allez au Ghana ici, c'est pour ça que je fais toujours la comparaison avec le Ghana.
quand vous franchissez la frontière, vous voyez comment les jeunes du Ghana bossent. C'est vrai qu'il y a aussi ceux qui se débrouillent, mais ceux qui bossent, vous voyez les jeunes, ils sont dans des bagnoles, dans des Range Rover, des Q7, des Audi. Au Togo, ces voitures-là, c'est les voleurs qui ont ça. Oui. C'est les voleurs qui achètent ça. Les voleurs de la République en plus. Vous voyez. Et donc, ces jeunes qui sont au Ghana, ils vont à Londres, ils vont aux États-Unis, ils vont en Allemagne, ils viennent. Ils ne restent pas dans ces pays. Ils font dans les affaires. Mais au Togo, il n'y a pas d'opportunité pour la jeunesse. Je disais sur une radio aujourd'hui nous sommes le 10 octobre, on est en train d'enregistrer cette émission, que nous n'avons plus de banques. Comment est-ce que nous pouvons financer notre développement? Nous n'avons plus de banques. Comment est-ce que nous pouvons financer notre agriculture? Nous n'avons plus de banques. Comment est-ce que nous pouvons financer l'entrepreneuriat? Tous ces discours que vous entendez, entrepreneuriat des jeunes, FNFI, FAEG, c'est des conneries. C'est des boîtes à voler des milliards. Sinon, si on a mis autant d'argent dans ce secteur de jeunesse, pourquoi il y a autant de jeunes qui décident de partir? C'est juste des projets qui ont été conçus par des gens qui ont fait le PNUD, comme les Victoire Tomega, qui connaissent les circuits de financement, qui ont fait rentrer de l'argent et qui se sont partagés. C'est des gens, si on doit juger les gens, si ces gens-là sont en Chine, on les a déjà exécutés. Excusez-moi, parce qu'en Chine, la corruption est passible de la peine de mort. Vous voyez, c'est des gens qui se sont énormément enrichis et les cibles qui devaient être touchés par ces fonds n'ont jamais été atteints. Et vous voyez comment est-ce que les bras valides du pays sont en train de partir. Et un pays, le paradoxe, c'est que ce pays est dirigé par un jeune. Ouais. Le paradoxe, c'est que c'est un jeune qui a la tête du pays et les jeunes décident de partir. L'esprit nouveau. Voilà. Et donc, vous allez dans toutes les deux dernières banques du pays qui ont été totalement pillées par les gens du régime. On est sur le point de les vendre. On est sur le point de les vendre sous pression, ou je ne sais pas, de FMI et de la Banque mondiale. Et vous voyez, et donc demain, il n'y aura même plus de banques pour accompagner les agriculteurs, pour accompagner les jeunes entrepreneurs, parce que les banques seront tous dans les mains des étrangers. Voilà les exploits de ceux qui gouvernent le Togo, qui ont fait de grandes études dans les universités occidentales, qui sont des gens, qu'on nous dit, des gens de vision, des messies, et des gens en qui nous devons croire parce qu'ils ont encore à donner pour le pays. Et donc, moi, je suis très, 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 très scandalisé de voir ces images-là. Et c'est votre mot de la fin. Et j'interpelle aussi les partenaires. Ceux qui viennent nous dire que le Togo fait des réformes dans le milieu des affaires, que le Togo fait dans le business, à gagner des points, et que le Togo est attractif. Les jeunes d'un pays qui est attractif ne partent pas. Si un pays est attractif, les jeunes restent pour profiter de l'attraction de ce pays-là. Mais les pays comme les États-Unis, qui aujourd'hui offrent l'opportunité pour la loterie Visa, c'est eux qui délivrent des satisfecits à ce régime. C'est eux qui viennent nous dire que le régime fait les efforts, qui a ci, à ça. Aujourd'hui, on voit tous ceux qui veulent quitter ce pays dans lequel le régime fait les efforts, un pays dans lequel les États-Unis délivrent les satisfecits, qui partent vers les États-Unis. Et donc, ça doit nous préoccuper. Merci, et Ferdinand. Moi, je pense que ces jeunes-là ont plus leur place ici que là-bas. C'est vrai qu'arriver là-bas, dans 10 ans, ils pourront revenir, changer la donne ici, mais aujourd'hui, c'est ici qu'ils doivent travailler. Merci, Ferdinand. Et pour conclure, j'ai une question. Au-delà de cet aspect hémorragique de la chose, ne convient-il pas de déconcentrer un peu les services de passeport? Oui, on remarque aujourd'hui que c'est seulement Lomé qu'on retrouve. Les gens quittent le nord. Les gens quittent Dapaon, Saint-Cassé, Kara et autres là. C'est ici, c'est à Lomé qu'ils viennent faire leur passeport. Vous voyez comment c'est cette gouvernance-là qu'on dénonce depuis. C'est la dictature. Oui, on concentre tout dans la main du guide éclairé, du visionnaire, du messie. Donc, c'est ça. Même si on déconcentre, ça va poser quel problème? Vous savez que, même avant de finir l'émission, vous savez que si la décentralisation était appliquée dans les normes, sans tout ce qu'on est en train de voir là, c'est une source d'emploi énorme. Parce que les nouvelles mairies vont recruter. Ils vont recruter qui? Des géomètres, qui des urbanistes, qui des comptables, qui ceci. Parce qu'il y a des nouvelles mairies qui ont été créées. Et donc ça va absorber quand même une main d'œuvre. Ils vont recruter des guides touristiques dans les villes, tout ça. Mais ici, on a repris. C'est-à-dire que ce qu'on a aujourd'hui là, c'est les délégations spéciales qu'on a légitimées par une élection tronquée.
et on a repris ce qu'on a voulu, ce qu'on a remis en jeu. Donc, ce qui se passe au service des passeports diplomatiques, j'ai des amis qui sont allés, surtout nos frères qui sont de l'extérieur, qui ont attiré mon attention en disant que, mais est-ce que tu sais qu'il n'y a pas de toilettes publiques au service des passeports? Alors que c'est un service qui fait beaucoup d'argent. C'est-à-dire que les toilettes sont à l'intérieur, dans les bureaux du personnel, et ceux qui viennent pour les services, parce que vous passez parfois 3 heures de temps là-bas avant tu que dois le ressortir pour faire et donc, il n'y a pas de toilettes dans la zone où les usagers, les gens qui viennent solliciter les services des passeports peuvent aller au besoin, au cas où ils se sentent dans l'obligation d'aller au besoin. Il n'y a pas de service. Alors qu'aujourd'hui, il y a des toilettes mobiles qu'on peut acheter à moindre frais, mettre là-bas, même si vous mettez même un cousin, un frère, il prend 25 francs par personne qui passe au moins pour faire pipi, au moins il aura de l'argent. Il n'y a pas de toilettes dans les services des passeports. Et donc les gens sont obligés de supplier le personnel là-bas qui parfois, par indulgence, vous amène dans un bureau ou quelque part là-bas pour uriner. C'est pas normal. Alors, on va clôturer cette émission et nous pensons à nos concitoyens qui quittent depuis le Nord pour venir se faire un passeport. Nous pensons à eux et un jour on verra bien que la situation va changer. Merci Isidore, merci Ferdinand. Merci. Et je rappelle que c'est la fin de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro avec d'autres sujets pour comprendre et savoir l'actualité. Merci de nous avoir suivis.